Ah oui, le petit enregistrement. Bonjour, bonjour Caroline, Margot et Candice pour le moment. Bonjour. Bonjour. On va attendre encore quelques minutes, hein, le temps que tout le monde se connecte. On attend normalement un petit peu plus de monde. Vous êtes des habitués du Club Impact Positif ou pas du tout, Margot, Candice, Caroline? Ah bah Caroline, si, en fait, je vois, c'est Karine Vaspar. Hein. Ok. Vous m'entendez ou pas? Enfin, je vois qu'Edouard et Grégory, ils m'entendent, puisque je les ai vus réagir à ma question. Ah ok. Ok. Donc Candice, pas forcément habituée, et Caroline ne peut pas parler. Pas de problème, Caroline. Et Candice aussi, elle peut que écrire. Pas de problème, vous pourrez poser vos questions tout au long de la présentation d'Edouard et même après par écrit, il n'y a aucun souci, on regardera le chat. Je vais regarder les participants, Grégory, pour voir qui on attend. Il n'y a personne en salle d'attente, Grégory? Non. Non? Ok. Bon, eh ben, peut-être en attendant, vu qu'on n'est pas très nombreux et il va sans doute y avoir du monde qui va arriver au compte-gouttes, c'est toujours comme ça que ça se passe. Margot, Caroline, Candice, est-ce que vous pouvez juste écrire dans le chat, vu que vous ne pouvez pas parler, enfin peut-être Margot, toi tu peux parler, Oui. écrire qui vous êtes et qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement sur ce sujet de la qualité de vie au travail à l'heure du télétravail. Et après, je me présenterai et puis je vais laisser Edouard prendre la main. Tu veux y aller, Margot, n'hésite Ah pas. oui, pardon. Mm. Je trouve ça intéressant. Enfin, moi-même, je suis salariée, donc j'ai fait beaucoup de télétravail. Ça a été un ajustement au départ. Bon, maintenant, j'ai pris un certain rythme, mais c'est vrai que c'est toujours une discussion qu'on continue, enfin, tous ensemble au sein de l'entreprise. C'est plus ou moins difficile pour certaines personnes. Donc, je trouve ça intéressant déjà de travailler par rapport à ça. Ça change la manière dont on travaille. Et puis, c'est aussi une opportunité pour peut-être développer des outils plus largement pour le bien-être des équipes. Voilà, au sens plus large et pas forcément que sur ce point-là, mais c'est aussi une opportunité pour se questionner sur la manière dont on travaille aussi. Ok, top. Merci, Margot. Et Emmanuel, bienvenue. Bonjour. On est en train de faire un petit tour de table pour savoir quelles sont vos attentes par rapport à ce sujet de la qualité de vie au travail à l'heure du télétravail. Donc, si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Donc là, je vais juste lire la réponse de Caroline qui nous dit qu'elle enseigne dans différentes écoles de commerce et qui travaille en auto-entrepreneur sur différentes missions commerciales. Et donc, gros besoin d'avoir des pistes pour redonner envie aux étudiants et aux salariés de revenir. Je ne sais pas si tu en parleras, Edouard, mais c'est un bon sujet. Donc Emmanuel, Candy, si vous voulez écrire vos attentes par écrit, n'hésitez pas. Je vais me présenter. Alors, je vois que je suis au nom de David Canonge, mais ce n'est pas du tout David Canonge, c'est Vincent Juillard de mon côté. Et donc, je suis un alumni de l'ESCA, de la promo 2012. Et donc, je suis responsable du Club Impact Positif. Le Club Impact Positif, son rôle, c'est vraiment de proposer des différentes conférences sur des sujets d'actualité qui sont en lien avec les enjeux sociaux et environnementaux. Donc, il y a différents types d'ateliers, soit des conférences comme celle que va nous proposer Edouard, enfin conférences
ces conférences, mais échanges surtout. Et sinon, c'est des ateliers un peu plus pratiques qui permettent de bien comprendre des sujets, mais en participant plus activement et voilà, c'est plus interactif. Donc, comme la fresque du climat, par exemple, on peut en proposer. Je vais laisser Edouard du coup se présenter et puis nous raconter un peu ce qu'il voulait nous raconter aujourd'hui. Et merci Bon. d'être là d'ailleurs. Eh ben, merci de votre invitation. Je suis ravi d'être là. Je peux me présenter en un instant. Aujourd'hui, je suis consultant en RSE et en qualité de vie au travail, qui est le volet RH de la RSE. Je suis expert certifié par la FNOR, consultant évaluateur en qualité de vie au travail. J'ai aussi développé une mission sur la médiation en entreprise parce que les conflits en entreprise parfois viennent gâcher le bien-être en entreprise. Donc, c'était important d'avoir cette corde-là. Je suis un ancien DRH et un ancien directeur de la RSE dans une PME nantaise. Puis j'interviens, je forme pas mal, notamment au CNAM depuis 2013. Voilà, je n'ai pas fait l'ESCA, mais j'en pense du bien. Ouais, j'ai notamment étudié à Kedge, à Bordeaux, et puis à l'IAE de Rennes aussi. Je vous propose, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme on n'est pas très nombreux, vous pouvez m'interrompre. Alors, je ne vois pas forcément le chat, mais Vincent, n'hésite pas. S'il y a des questions au fil de l'eau, je prends. C'est l'avantage quand on est peu nombreux, ça peut être interactif. Donc, je suis là pour vous pendant cette heure-là. C'est 45 minutes. N'hésitez pas. Le premier point que je voulais aborder avec vous, ça vient des militaires. On dit qu'on est dans un monde vu de cas. Je suis sûr que vous avez peut-être étudié ça à l'ESCA, ce monde vu de cas, qui est un monde, comme le dit notamment un professeur de ressources humaines, un monde où seules les prévisions possibles, souvent mal vécues, c'est la volatilité, l'incertitude, la turbulence, la complexité, l'ambiguïté. Grosso modo, on a du mal à avoir une vision, à savoir ce qui va se passer dans les prochaines années. Il y a quelques années, mais lointaines, où on commençait à faire des prévisions à 10 ans, à 15 ans. Aujourd'hui, si on arrive à faire des prévisions à 2-3 ans, c'est pas mal. Donc, je voulais vous parler spécialement de l'engagement. Alors, l'engagement, c'est aussi des universitaires qui évoquent ça, des universitaires québécois, qui disent que dans un contexte économique dans lequel la concurrence est vive, les organisations doivent redoubler d'efforts afin de conserver leurs employés performants et tout simplement pour conserver leurs employés. Et une des façons de conserver les salariés, c'est de s'assurer que ceux-ci sont engagés envers l'organisation. Et on verra tout à l'heure qu'est-ce qui fait l'engagement envers une organisation, et en faisant du développement de l'engagement une des priorités de l'organisation. Et moi, j'accompagne pas mal d'entreprises, et l'engagement, au départ, alors elles viennent surtout sur le champ de la RSE, mais l'engagement, c'est pas forcément, il n'y a pas une stratégie sur l'engagement. Je ne sais pas si dans vos entreprises à vous, vous avez quelque chose qui vraiment flèche, une réflexion même des dirigeants et plus largement de l'ensemble des collaborateurs sur qu'est-ce qui fait l'engagement. Et pourtant, l'engagement, c'est clé parce que c'est le bien-être au travail qui en découle, c'est la performance, donc ça, c'est important pour l'entreprise. Et puis, c'est la fidélisation. On sait que le marché de l'emploi, il se tend de plus en plus. On recherche les bons profils et du coup, fidéliser les collaborateurs qu'on a, c'est clé. Alors, je suis allé regarder pour préparer ce webinaire, je suis allé regarder quels étaient les besoins des salariés. Alors, on trouve plein de choses en termes de besoins, mais j'ai trouvé cette slide-là intéressante. C'est au travail, ce qu'attendent les collaborateurs, c'est d'être accompagnés, notamment au début dans l'apprentissage et aujourd'hui de plus en plus dans l'adaptation des compétences. Ils cherchent l'accès à l'information et notamment quand on fait des baromètres sociaux, moi j'en fais pas mal des baromètres sociaux, on voit qu'une des demandes principales des salariés aujourd'hui, c'est de connaître la stratégie de l'entreprise. Ça peut paraître étrange, mais la stratégie de l'entreprise, je coupe mon téléphone, la stratégie de l'entreprise, parfois, elle n'est pas forcément bien communiquée et pas forcément bien comprise par les salariés. Donc, ça, c'est un élément clé. Bien évidemment, l'équilibre vie pro, vie perso, on va en parler, notamment avec le télétravail, qui peut améliorer certaines choses, mais qui peut créer des risques aussi, avec une porosité entre la vie pro et la vie perso.
Ça, c'était tout l'aspect travail. N'hésitez pas à me dire hein, si je vais trop vite ou s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Côté relationnel, ça, c'est un des points clés. Hein. On verra que ce qui fait l'engagement des salariés aujourd'hui, c'est essentiellement l'équipe. Je suis attaché à mon job, je suis attaché à mon entreprise, je suis surtout attaché à mon équipe. Dans les baromètres sociaux, pareil. Hein. On voit que le sentiment d'appartenance, il se fait quand même beaucoup, beaucoup au niveau de l'équipe. Et si l'équipe fonctionne, eh bien, je suis bien dans mon poste. Et si l'équipe, elle fonctionne bien, ben, je suis candidat au départ. Donc, dans le relationnel, on attend du soutien, de la solidarité des collègues, aussi de la solidarité avec les managers, de l'accueil, de la convivialité. On a été privé pendant 2 ans de ces moments conviviaux. Et aujourd'hui, les collaborateurs, ils ont faim de ces moments de convivialité. On en reparlera tout à l'heure sur un constat clé. Moi, il y a quelques années, j'étais assez, je ne trouvais pas trop l'intérêt de ces rencontres avec tous les collaborateurs, faire de la cuisine ensemble ou des choses comme ça. Et ben, j'ai changé d'avis depuis que j'étais DRH. C'est que s'il n'y a pas ces moments-là, les équipes, elles fonctionnent moins bien ensemble. Ça permet vraiment, ces moments informels, permettent vraiment de construire les équipes plus que les temps de réunion et des choses qui sont plus formelles. Et puis la bonne ambiance, on attend et on espère une bonne ambiance. Et puis au niveau de l'organisation, c'est la connaissance et la compréhension de la culture, c'est l'adéquation ressentie entre l'ambiance générale et les relations de travail. Donc ça, c'est les 3 points qui sont clés et je suis allé aussi regarder ce qui était important au niveau de l'équipe. Donc le travail en équipe, alors là, j'ai eu l'impression d'enfoncer une porte ouverte quand j'ai écrit ces mots, mais je les ai quand même écrits parce qu'ils sont importants. Le travail en équipe est désormais une pratique prédominante dans les organisations depuis plusieurs années, à contrario des choses qu'on faisait un peu plus en solo. Et les raisons, c'est qu'il y a les savoir-faire, la combinaison des savoir-faire, de l'expertise, des ressources des membres d'une équipe qui amènent l'équipe à améliorer sa rapidité, son efficacité, son excellence. Et donc, ça permet vraiment ça, le travail d'équipe. Ça permet aussi de la productivité, de l'innovation, la satisfaction, le bien-être. Puis, ça limite les coûts de production, les départs, l'absentéisme, parfois même le présentéisme. Est-ce que vous savez ce que c'est que le présentéisme? Je vois Margot hocher. Est-ce que tu sais, Margot, est-ce que tu as une définition? Ou alors sur le chat, je ne vois pas, mais… Je pense le fait de venir, juste être présent et puis pas forcément être productif, faire les heures, quoi. Ouais, c'est ça, faire les heures, être là, mais en fait, être pas là. Et du coup, avoir une cohésion dans l'équipe, permettre ça, ça limite, c'est exactement ça, Margot, ça limite l'absentéisme et le présentéisme, qui n'est pas mieux finalement que l'absentéisme. J'ai regardé aussi quelles étaient les étapes de construction, d'engagement au sein d'une équipe. Une équipe, au début, c'est une addition d'individus. Donc, au début, il n'y a pas trop d'échanges. Et puis, petit à petit, la motivation individuelle, elle est boostée par la motivation collective du groupe. Il commence à y avoir des échanges. Et ce qui fait qu'une équipe est vraiment performante à un moment donné, c'est qu'il y a ces échanges et elle comprend le sens. Et il y a toute une théorie aujourd'hui qui, si vous avez accès à Cairn notamment, en tout cas aux articles universitaires, il y a un super article universitaire qui parle de l'engagement par les objectifs d'équipe et vraiment passer par les objectifs d'équipe pour engager ses salariés. C'est vraiment primordial. Et on voit que de tout ça découle un enjeu managérial hyper important. C'est une organisation qui désire améliorer l'engagement de ses employés. Elle doit désormais tenir compte de l'omniprésence du travail en équipe et des dynamiques différentes qui leur sont associées. Alors, je suis sûr que vous êtes tous d'accord avec ça, ou peut-être qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je ne sais pas. Vincent, tu es d'accord? Et donc là, pareil, j'ai eu l'impression d'enfoncer une porte ouverte, mais en fait, non, c'est clé parce que, et on va le voir juste après, le télétravail, eh bien, c'est néanmoins un petit frein, une difficulté au travail en équipe. Donc, il va falloir être vigilant sur comment est-ce que on maintient la cohésion et on maintient l'équipe et en même temps, on permet le travail à distance et le télétravail. Alors, il y a une étude qui est parue, qui est vraiment très intéressante de l'Université de Nantes, de l'IAE de Nantes, qui a regardé les impacts de la crise sur le management.
et on en parlait avec Vincent tout à l'heure en préparant. C'est vraiment clé. Il y a eu deux impacts clés. Sachez que lors de la crise, je sais pas si oui, lors de la crise, en mars de 2020, 5 millions de collaborateurs sont partis chez eux en télétravail. Il y a des entreprises qui avaient commencé à travailler sur le télétravail, le home office, mais il y a pas mal d'entreprises qui n'étaient pas prêtes, qui n'avaient pas les PC qui vont bien et les outils qui vont bien. Mais on est parti. Et globalement, ça s'est plutôt bien passé. Et aujourd'hui, 85% des DRH, ils souhaitent développer cette pratique parce que c'est aussi une attente forte de leurs salariés. C'est l'ANDRH, l'Association nationale des DRH. Peut-être que certains d'entre vous font partie de cette association, qui est une association qui est vraiment intéressante et qui publie beaucoup d'outils sur les RH, sur la gestion des ressources humaines et la stratégie RH. Donc, ils ont sorti une étude il n'y a pas très longtemps où 85% des DRH souhaitent développer leur pratique. Il y avait beaucoup de freins avant sur le télétravail parce qu'il y avait un imaginaire, dans l'imaginaire, le fait que les gens allaient glander finalement chez eux et pas bosser. Et on s'est aperçu dans le confinement notamment que ça marchait plutôt bien. Puis il y a les 3/4 des salariés aujourd'hui qui souhaitent continuer l'expérience, alors de façon ponctuelle ou régulière. Dans mon ancienne boîte, quand j'étais DRH, on avait fait un sondage où il y avait une part importante des collaborateurs qui pouvaient télétravailler, qui auraient aimé presque télétravailler tout le temps. Alors, on était au début. Je pense qu'aujourd'hui, la statistique, elle serait un peu différente, mais il y a une appétence incroyable parce que c'est moins de temps de trajet. C'est le matin, on peut s'occuper des enfants, on peut faire des choses et en même temps être à 8h ou 8h30 devant son ordi. Et donc, il y a une vraie appétence pour le télétravail. Mais du coup, la qualité de vie, elle est fondamentale. La qualité de vie au travail, elle est fondamentale pour permettre l'engagement et la cohésion et permettre aux équipes de continuer à fonctionner ensemble. Donc, j'ai fait un petit focus, si ça vous intéresse, un focus sur qu'est-ce que c'est que la qualité de vie au travail, finalement, avant d'aller plus loin sur le management. Il y a un accord national interprofessionnel, donc c'est quand les organisations syndicales et patronales se mettent d'accord sur un sujet clé, qui est sorti en décembre 2020 sur la santé au travail. Et la QVT, la qualité de vie au travail, est devenue la QVCT, la qualité de vie et conditions de travail, ce qui est un peu plus juste. Je vous ai mis après une photo où vous allez voir dans l'imaginaire des chefs d'entreprise, souvent que j'accompagne ou que parfois j'essaye d'accompagner, on met en place un accord sur la qualité de vie au travail et l'affaire est faite, alors que ce n'est pas du tout ça. Si on veut améliorer le bien-être des salariés, c'est une démarche, comme une démarche RSE finalement. Mais il faut mettre en place une démarche, un engagement, un pilotage, un suivi, une évaluation. Et l'objectif de cette année, si je ne suis pas clair, n'hésitez pas à me dire. L'objectif de cette année, c'était de renforcer la prévention de la santé au travail. Et dans l'imaginaire des chefs d'entreprise, je vous le disais, le baby-foot, la plante verte, la salle de sieste, c'était, ça y est, c'est bon, j'ai mis en place une démarche QVT. Alors que ce n'est pas du tout ça. Vraiment, on va beaucoup plus loin. Et la définition même de la QVT, qui date d'un précédent ANI, donc un accord national interprofessionnel, 2003, qui fait référence et qui donne une définition de la qualité de vie au travail. Est-ce que vous savez ou est-ce que vous avez une idée plutôt de quelle est la définition de la qualité de vie au travail? Alors, si vous pouvez prendre la parole ou par le chat, je vais regarder. C'est quoi, selon vous, la qualité de vie au travail? Faire acte de présence, c'est ça? Non, ça, c'était présenté ici. C'était avant, oui. Et n'hésitez pas à ouvrir les micros si vous voulez. Oui, vous pouvez. On n'est pas très nombreux, je ne sais pas combien on est, mais… On n'est pas très nombreux, on est 7. C'est quoi la qualité de vie au travail? Veria? Oui, j'allais dire, c'est plein de choses dont vous avez déjà parlé, mais c'est notamment l'équilibre, le bon équilibre vie professionnelle, vie privée, l'environnement de travail dans lequel on travaille, les relations avec ses collègues, etc. Tout cet environnement-là. Oui, ça fait partie des éléments. Il y a un élément qui est encore plus crucial,
L'entreprise Mhm. doit donner, l'organisation doit, on va dire, offrir les conditions qui sont nécessaires à l'atteinte des objectifs fixés par le boulot. Et en même temps, je dirais aussi, personnellement, ça serait être heureux dans mon travail, quoi. Mais c'est complètement subjectif. Mais alors, vraiment, donc, votre définition à toutes les deux est super. C'est vraiment donner les conditions de travail, être en capacité de faire un travail de qualité. Ça vise d'abord, en fait, la qualité de vie au travail, ça vise d'abord le travail. Parfois, ce qu'on ne comprend pas sur le baby-foot, même si c'est sympa, moi j'aime bien les baby-foot, hein, mais c'est la chose qui vient à la fin, en fait, le baby-foot, pour avoir une cohésion, quand on a montré que tout le reste était sincère. Et vraiment, hein, donc, ça permet, la qualité de vie au travail, c'est ce qui vise à concilier amélioration des conditions de travail et performance. C'est les deux piliers. Et c'est pour ça que c'est hyper important pour une entreprise de mettre en place une démarche QVT, parce que ça permet à la fois le bien-être des salariés, donc ça c'est déjà top, et puis ça permet aussi le développement de mon entreprise. Ça vise d'abord le travail, les conditions de travail, vous le disiez, la possibilité qu'elle ouvre ou non de faire un travail de qualité, dans une bonne ambiance et dans le cadre de l'organisation. Et puis il y a aussi tout ce qui est, et ça c'est hyper important aussi, c'est tout ce qui est la reconnaissance. C'est l'attente forte d'être pleinement reconnu quand j'accompagne moi des entreprises sur leur démarche, alors, soit stratégique, soit QVT. La considération, c'est les choses qu'elles ont le moins souvent. Et la considération, c'est des trucs tout simples. Alors, c'est les sous, mais les sous, ce n'est pas forcément ce qui arrive en premier. La considération, c'est le bonjour, c'est le merci, c'est un feedback positif, un feedback y compris des points d'amélioration. Mais c'est vraiment comment je considère et que je reconnais et j'ai le sentiment d'être reconnu. Donc là, vous êtes tous managers, a priori. Eh bien, c'est un des points c'est un des points qui est le moins développé finalement. La reconnaissance, alors il y a des managers, et quand on est à distance, c'est encore plus important, il faut une vigilance encore plus accrue sur les signes de reconnaissance, les feedbacks, les rituels, mais on va en parler. Ce que je disais à Vincent, c'est que moi j'ai construit cette intervention en 2 temps. Un temps où je vous donne de la matière, un peu ce que dit la littérature sur ça, et puis un temps sur les pistes, qu'est-ce qu'on peut faire de façon concrète. Alors, il y a des choses que vous connaissez par cœur, mais qui ne sont pas forcément utilisées dans les entreprises. Puis, il y a peut-être d'autres pistes, j'ai découvert en tout cas d'autres éléments qui pouvaient être intéressants sur comment je maintiens la cohésion, l'engagement, l'esprit d'équipe. Est-ce que jusque-là, ça va? Oui, Vincent, Margot, que je vois. C'est parfait. Sur la QVT, elle a, alors je vous ai mis, vous aurez le PowerPoint hein, avec plaisir. La QVT, elle traite de plusieurs éléments. Vous en avez parlé, vous les avez listés. Bien évidemment, c'est le contenu du travail. Vous en avez parlé aussi, l'environnement physique, la possibilité de se réaliser, hein, le développement personnel. Là, on est un peu dans la pyramide de Maslow, où l'idée quand même, c'est de s'accomplir. La possibilité de concilier vie pro, vie perso, vous en avez parlé aussi. L'égalité professionnelle, hein, l'égalité homme-femme, la lutte contre les discriminations. Ça, c'est aussi quelque chose qui est clé et qui, si on veut donner du sens aux équipes, à toutes les générations, même si les plus jeunes générations, elles sont hyper sensibles à ces sujets-là, de lutte contre les discriminations, quelles qu'elles soient. La qualité de l'engagement à tous les niveaux, la qualité de l'information. Ça aussi, on aura un point tout à l'heure rapide sur la qualité de l'information, mais sur les baromètres sociaux que je réalise, moi, souvent, les collaborateurs, ils sont pas bien au courant de la stratégie ou des projets ou des activités, où ils n'ont pas de retour sur les questions qu'ils ont posées. Donc, la qualité de l'information, c'est aussi clé. Alors, j'ai parfois l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais néanmoins, dans le concret des entreprises, bien souvent, c'est un point qui manque. La qualité des relations de travail, ça c'est important. La qualité des relations sociales, tout ce qu'on fait avec les CSE dès qu'il y en a, ou les représentants du personnel, un dialogue social actif, sincère. Et puis, les qualités de modalités de mise en œuvre de l'organisation du travail. Comment est-ce que j'optimise, j'organise, je fais en sorte que ça se passe le mieux et que mes salariés soient le mieux possible. Là, rapidement, plus pour votre culture, peut-être que vous connaissez, c'est la marguerite de l'ANACT.
Alors, c'est l'ANACT PACA qui a développé ça. C'est, grosso modo, il y a 6 grands thèmes à la qualité de vie au travail. Et si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder qu'est-ce qu'on fait, par exemple, relations de travail, climat social, qu'est-ce qu'on peut faire, les réunions, est-ce qu'on a trop de réunions, pas assez de réunions, est-ce qu'elles sont bien managées, est-ce qu'elles sont efficientes, les supports, les instances, les moments conviviaux, les lieux de pause. Donc, à chaque pétale, vous avez des pistes. L'engagement et le management qui nous concernent aujourd'hui, hein, c'est le pétale violet, connaissance de la stratégie. Et là, vraiment, souvent, enfin, je ne sais pas comment c'est dans vos entreprises, mais souvent, voilà, c'est un point qui n'est pas bien bien traité dans les entreprises. La clarté des rôles aussi, ça revient beaucoup dans les baromètres sociaux. Les procédures, la transparence de la politique de rémunération, hein, les informations sur le changement, la gestion du changement. Donc, cette marguerite, moi, je l'utilise beaucoup quand j'accompagne les entreprises parce qu'elle est simple d'utilisation et je l'utilise comme une checklist. Est-ce qu'on traite ces sujets-là? Et du coup, en faisant ça, on améliore le bien-être des salariés et puis on améliore aussi l'engagement. Sur une démarche QVT ou QVCT, les impacts, on va réduire les risques psychosociaux. Et les RPS, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Il y a plusieurs études qui disent qu'il y a plus de la moitié des salariés français qui ne se sentent pas très bien, hein, avec une part importante qui risque le burn-out. Et donc, prendre conscience des RPS, que les managers soient formés à la détection des signaux faibles, des risques psychosociaux, ça, c'est important. Est-ce que vous avez une idée de c'est quoi les RPS finalement? C'est quoi? Alors, il y a souvent un mot qui vient tout de suite en tête quand on parle RPS. Est-ce que c'est pas une maladie, mais quand on prend un arrêt maladie parce que ça va pas, ça peut être un physiquement, il y a quelque chose qui part en vrille, ou alors psychologiquement on tient plus, ou alors c'est bien avant d'en arriver à l'arrêt maladie? Oui. Non, c'est une question en fait, je sais pas. Ah oui. Est-ce que les risques en fait c'est du coup les risques psychosociaux? Quand on arrive à l'arrêt maladie, on se dit en fait on est en plein dans le problème psychosocial quoi. Ou alors non, c'est bien avant, du coup risque, ça veut dire anticipation, et dans ces cas-là, je Non. ne sais pas ce que c'est. Alors peut-être que j'ai mal posé ma question, mais je vais revenir sur votre réponse et je vais essayer d'apporter des éléments de réponse. À votre avis, c'est quoi la définition? C'est quoi alors, c'est donc les risques psychosociaux. Ça traite de quoi, en fait, les RPS? On parle de quoi? C'est quoi qu'est-ce qui fait qu'on a des risques psychosociaux? L'ennui dans son travail, je sais pas. Alors, ouais, ça Quand peut, il y a ce un qu'on appelle mal-être des le burn-out. salariés. Donc, oui, alors c'est la conséquence, en fait, le mal-être. Peut-être que je pose même la question. Du stress, du coup? Pardon? Du stress? C'est exact. Voilà. Quand on pense RPS, généralement, on pense au stress qui est le facteur le plus important des RPS. Il y a d'autres choses aussi, je vous ai mis juste après. Alors, c'est l'INRS qui publie pas mal de choses sur les RPS et c'est intéressant d'avoir, vous, en tant que manager, quelques éléments de compréhension sur les RPS et notamment détecter quand un collaborateur, il est en train il va moins bien et du coup, il y a des risques psychosociaux. C'est causé par le stress qui peut avoir un impact sur son attitude. Quelqu'un qui était très ouvert, qui devient fermé à un moment donné ou qui multiplie les arrêts maladie ou qui est irritable, etc. Ça vaut le coup, sans être un psychologue, d'avoir un moment, vous et lui, vous et elle, en lui disant comment ça se passe en ce moment ton travail, enfin, essayer de détecter ces moments-là et de se dire attention, il y a peut-être un risque et qui peut aller jusqu'au burn-out. Donc aux arrêts, le burn-out, c'est vraiment le syndrome d'épuisement professionnel. Et donc, c'est quelque chose qui a un fort impact et sur lequel duquel on ne se remet pas forcément rapidement. Je vais revenir 3 secondes sur les RPS. Juste après, je vous ai présenté une slide justement pour regarder ce que c'était les RPS. Mais vous voyez, l'INRS, 45% déclarent devoir se dépêcher tout le temps.
Et il y a un prof de management qui disait l'allure normale n'est pas le galop. Et aujourd'hui, on voit pas mal de collaborateurs qui courent pour aller faire pipi, par exemple, qui se dépêchent pour aller aux toilettes, qui reviennent en courant et qui voilà. Et ça, voilà, ça peut être un signal que l'allure normale n'est pas le galop et il y a peut-être des choses à faire. Parce que la conséquence, c'est souvent l'arrêt ou le départ, la démotivation, le désengagement. Donc, je vous ai mis des petits éléments sur les chiffres clés sur les risques psychosociaux, mais une démarche QVT, elle sert bien évidemment à limiter l'absentéisme, faire en sorte que les collaborateurs ils se sentent le mieux possible, respectés, considérés. Donc, on détecte les RPS. Ça permet aussi de respecter la réglementation. On parlait de lutte contre les discriminations, d'égalité. Ça améliore le climat social. Ça permet d'accompagner le changement parce que comme c'est une culture participative, hein, un peu comme la RSE, eh bien, on peut facilement écouter les signaux faibles et puis écouter toutes nos parties prenantes. Et ça permet de mieux accompagner le changement. Et puis, ça développe un environnement stable et résilient. Alors, stable, je ne sais pas, mais en tout cas, ça permet, comme on disait tout à l'heure qu'on était dans un monde vu de cas, qui est toujours volatile, qui est toujours en changement, et que c'est la seule chose dont on peut être à peu près sûr, eh bien, ça permet aussi d'être une certaine stabilité dans ce monde incertain. Sur les RPS, voilà, je vous mettais, mais je l'ai mis après pour faire mon petit quiz, mais c'est le stress. Hein. Le stress, c'est quand on a le sentiment que nos capacités sont inférieures à la contrainte extérieure, nos ressources sont inférieures aux contraintes, et donc petit à petit, on va moins bien. Mais il y a aussi les violences qu'on peut subir, alors soit en interne, par des collaborateurs, par des managers, c'est tout ce qui est harcèlement moral, harcèlement sexuel, les conflits, qui sont des choses qu'on ne traite pas très bien, le conflit en entreprise, à mon sens. Hein. Et puis, les violences externes vis-à-vis des clients. Moi, j'accompagne une entreprise qui fait du transport public de voyageurs. Ils ont, alors sans que ce soit comme on pourrait voir en région parisienne, mais ils font face à l'incivilité quotidienne, la petite incivilité. J'accompagne aussi des bailleurs sociaux. Tous les jours, ils font face à la petite incivilité, aux petits mots, et à un moment donné, c'est pesant. Et il y a aussi ces risques de RPS et de burn-out. C'est bon pour vous jusque-là? C'est très clair? OK. Dernier point sur la QVT et surtout sur les démarches, et vous qui êtes manager, dirigeant, futur dirigeant, il faut bien que vous ayez en tête que la qualité de vie au travail, c'est avant tout une démarche. C'est pas un accord, c'est pas un outil, même si c'est important. Mais par exemple, commencer une démarche QVT par un baby-foot, je caricature toujours avec mon baby-foot, mais l'effet que ça va produire auprès des collaborateurs, c'est que c'est que de la cosmétique. C'est comme les démarches RSE où on achète des arbres, même si c'est bien d'acheter des arbres, mais c'est ce qui vient à la fin finalement, acheter des arbres. Il faut avant tout que la démarche elle soit sincère, et ce qui prouve la sincérité, c'est comme dans toutes les démarches, on commence par un diagnostic, on mesure, on regarde l'absentéisme, les arrêts, les grandes tendances, la pyramide des âges, on fait un baromètre social. Enfin, on va essayer d'avoir des données qualitatives et quantitatives pour se dire, c'est quoi la photographie du climat, de la santé de mon entreprise. Et puis ensuite, par des démarches participatives, on met en place des plans d'action qu'on va, avec surtout les collaborateurs, ça c'est clé. Et puis, on est dans une logique un peu de qualité où on va expérimenter, évaluer, tester, mesurer. Et ce qui permet de mettre en mouvement et puis de prouver la sincérité et de faire une vraie démarche et pas un truc cosmétique. Donc ça, à mon sens, c'est quelque chose, c'est une slide qui est clé. Je crois que je vous ai mis dessus, si vous cliquez dessus, vous avez le lien. Alors là, je ne sais plus vers quel site c'est, mais il y a un lien qui est derrière et qui retrace un peu comment on fait une démarche QVT si ça vous intéresse. Vous pouvez aller cliquer dessus et vous tombez sur le lien.
Et vraiment, hein, on est sur nos deux objectifs, amélioration des conditions de travail et puis amélioration de la performance. Je vois que le temps file, il faut que j'avance. Ça, c'est le plus important. Enfin, vraiment, c'est ce qui m'a le plus intéressé quand j'ai préparé le webinaire, c'est deux choses. Il y a post-confinement, il y a deux transformations importantes, et vous qui êtes manager ou dirigeant, c'est peut-être les deux sujets clés. Prise de maturité des entreprises sur le travail à distance, il y a plein de dirigeants avant qui ne voulaient pas. Hein, pas de confiance, le télétravail, c'est vraiment, les collaborateurs ils ne vont pas travailler. Et puis, ça a été l'occasion d'une attention renouvelée des managers, des dirigeants, des fonctions support vers le travail opérationnel. Il fallait que la boîte elle continue à produire ou à fournir son service. Et donc, premier point, ça s'est plutôt bien passé. Hein, les salariés, lorsqu'ils sont partis en télétravail, eh bien, on s'est aperçu que les boîtes elles continuent à tourner. Il y avait quand même une habitude de travailler ensemble. Et donc, finalement, les résultats ont été plutôt bons. Les entreprises, elles ont continué à fonctionner. On a bien travaillé à distance. Il y avait une forte demande sur le travail à distance en plus parce que, et puis il y a toujours et de plus en plus moins de déplacements, un meilleur équilibre vie pro, vie perso. Même si moins de déplacements, il y a des études qui prouvent qu'il n'y a pas forcément beaucoup moins de déplacements parce qu'on est quand même obligé parfois de prendre la voiture pour aller emmener les enfants à l'école, etc. Mais néanmoins, ça a un impact positif. Alors qu'il faut aussi mettre en rapport avec l'impact du numérique. Mais là, Vincent en parlerait mieux que moi certainement. L'impact du numérique, hein, une visio, ça a aussi un impact. Le constat des universitaires, des dirigeants, c'est qu'on ne reviendra pas en arrière. C'est quelque chose qui est en place, le télétravail, et il y a peu d'entreprises qui reviendront en arrière, même s'il faut vraiment avoir à l'esprit qu'il faut faire preuve d'une certaine prudence. Pourquoi est-ce qu'il faut faire une preuve de prudence? Parce que ça a bien fonctionné. À votre avis, pourquoi est-ce que le télétravail il a bien fonctionné? Moi, je suis assez critique en fait par rapport au télétravail parce que je travaille dans une organisation ONG et j'ai fait 2 ans de télétravail. C'est énorme, Ouais. 2 ans. Là, il y a eu de nouveau des cas de Covid, ça fait 2 semaines que je suis en télétravail. Il n'y a plus d'organisation là. Et je suis 10 fois plus efficace à la maison, entre 1,5 et 2,5. Et quand j'ai annoncé ça à ma responsable en disant « Ok, on revient au présentiel, mais là, il va peut-être se calmer parce que je ne vais pas sortir à 23h », elle m'a répondu « Tu as le droit de faire une journée de plus de télétravail que ce qui était prévu ». Donc, en fait, au bout d'un moment, je me dis, si c'est pour l'employeur, c'est bénéfique parce qu'on est plus efficace, il y a peut-être quand même peut-être à revoir la feuille de paye hein, à l'occasion, mais aussi la fiche de poste et puis aussi la structure organisation sociale de l'entreprise. Est-ce qu'il n'y a pas eu un dérapage et un curseur côté, enfin une perte de sens ou d'organisation ou de voilà. Et du coup, je suis assez méfiante par rapport à tout ce que vous dites. D'accord. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir tout bien compris, mais je voudrais bien qu'on en rediscute à la fin. Alors, bien évidemment, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Moi, je suis assez d'accord avec tout ce que je dis. Mais je voudrais bien en discuter à la fin parce que je ne suis pas sûr d'avoir saisi. Vous aimez bien le télétravail, c'est ça? Non, moi, le télétravail, j'aime bien, mais en même temps, en fait, je me pose plein de questions parce que je ne suis pas si convaincue sur du long terme, quoi. On va en parler là. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui a bien fonctionné? Personnellement, moi, j'habite seule, j'ai pas d'enfants. Du coup, j'avais pas cette. Pour des familles qui ont des enfants à la maison, c'était juste ingérable. Ils ont dû arrêter en se mettant au chômage partiel parce qu'on ne peut pas télétravailler si on n'a pas un lieu calme avec les bons outils. Mais après, dans le long terme, le télétravail, on a besoin de continuer à avoir une relation, d'avoir une vie d'entreprise. Le transport, on se dit, OK, génial, on gagne, j'ai plus de 3 heures de transport par jour, mais d'un point de vue de distance, ça met une distance. Quand on rentre à la maison, on a eu cette coupure physique, cette marche, ce changement de lieu qui permet de prendre de la distance et de laisser au travail ses soucis du travail. Quand on est à la maison, surtout dans un studio à Paris, en gros, on a fermé son ordinateur, on le voit tous les jours. Hein. Donc voilà, donc en fait, le télétravail à long terme, il y a vraiment une question, je pense. Quel est votre prénom? Je m'appelle Edith. Edith. Eh bien, Edith, on va en parler parce qu'en plus, on est d'accord. On est d'accord. Là, je faisais juste le constat de ce que, d'une part, que de façon macroéconomique, les entreprises, elles ont continué à fonctionner et que le télétravail a permis ça, alors que c'était contre-intuitif pour certains dirigeants de se dire, mes collaborateurs, ils ne vont pas bosser. Ils vont être chez eux, ils vont pas bosser. Et donc,
Néanmoins, de façon objective, on s'aperçoit que les entreprises, elles ont continué à fonctionner. Donc, le télétravail, il a fonctionné. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'il faut passer à 100% de télétravail, hein, pas du tout même. Au contraire, mais c'est tout l'objet du… Il faut que j'avance, mais c'est tout l'objet de ce webinaire, c'est que c'est surtout pas ça. Mais je reviens, on en reparle, Edith, tout de suite après, parce qu'on va être en phase. Vera, vous vouliez dire un mot? Veria, pardon. Non, c'était pour répondre à la question où vous demandiez pourquoi le travail à distance a bien fonctionné Oui. initialement. Je pense qu'il a bien fonctionné parce que quand les entreprises sont bien structurées et quand chacun sait ce qu'il a à faire, c'est pas parce que les personnes sont en télétravail qu'elles travaillent moins, parce que finalement, si on veut moins travailler, on peut aussi moins travailler au bureau. Exactement. Et du coup, je pense que quand les rôles et les tâches de chacun sont bien déterminés, chacun sait ce qu'il a à faire et c'est ce qui s'est passé pendant le confinement. Mais par contre, je vous rejoins dans le sens où du 100% télétravail, même si les salariés sont plus efficaces, ça enlève le côté social et humain qu'on perd un petit peu. Et puis, on va voir pourquoi est-ce qu'ils sont efficaces. Hein, et ils sont efficaces parce qu'il y a eu du présentiel. Hein, et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et peut-être que c'est pour ça qu'on est d'accord, Edith, enfin, vous allez me dire, hein, mais c'est que le fait que si on a été efficace par rapport à ce que vous disiez derrière, c'est qu'on avait l'habitude de bosser ensemble, qu'on connaissait nos process, mais qu'on connaissait aussi nos collègues, on connaissait comment fonctionnait l'entreprise et qu'on s'est centré sur l'essentiel. Hein. C'est-à-dire qu'on a continué sur le cœur de métier, on a laissé un peu ce qui était à côté. Et du coup, on s'est concentré sur l'essentiel. Et c'est pour ça que ça a bien marché. C'est qu'on avait vraiment l'habitude de travailler ensemble. Et aujourd'hui, quand il y a, pour certains collaborateurs, une forte appétence sur le télétravail, c'est le point de vigilance. C'est qu'il faut qu'on arrive à maintenir ce collectif et donc à maintenir ce présentiel. Les collaborateurs, ils sont surtout engagés vis-à-vis d'une équipe, d'un collectif, plus que d'une entreprise. Vraiment, quand on fait les baromètres sociaux, les enquêtes en interne, c'est vraiment, ils se sentent bien dans l'équipe. Sur l'entreprise, voilà, ça va. Du moment que j'ai pas de conflit de valeurs, ça marche bien. Mais si je viens au bureau, c'est pour mes collègues. Et si je bosse, c'est aussi pour mes collègues. Et du coup, le télétravail, il peut re-questionner ça. Donc, ce qui construit le collectif, et donc ça, c'est ça ce qui est clé, et c'est ça qui a permis que la pandémie, elle se passe plutôt bien quand on pouvait télétravailler, c'est que c'est l'informel, c'est ce qui se passe juste avant ou juste après la réunion. C'est ce qui se passe à la machine à café où on parle de ses vacances, on parle du concert qu'on a vu hier soir, mais aussi on parle du dossier machin, tiens, j'ai une difficulté, et on apprend à travailler ensemble, à réguler. Par contre, les tensions, je me rappelle quand j'étais DRH, à un moment donné, on revient entre deux confinements, on revient au bureau. Puis j'ai une collaboratrice, il y a une collègue qui vient dans mon bureau, qui est d'habitude, qui est super sympa, joviale, qui met l'ambiance, etc. Et puis elle vient me voir, elle me dit, écoute, j'ai vu Machine, enfin elle donne son prénom, j'ai vu Machine là, il faut qu'elle se calme, hein, ou sinon je vais l'emplâtrer. Et donc, textuellement, elle m'a dit ça. Hein, et donc, on voit bien que en fait, à distance, on n'a plus cette machine à café ou quand on attend tous les deux à la photocopieuse, où on peut se dire un truc, essayer de se rabibocher, etc. Là, il y a un enjeu, et donc maintenir le collectif, par rapport à ce que vous disiez, Edith, c'est exactement, enfin, en tout cas, c'est tout à fait mon propos, parce que cette informalité, ce qui se passe avant, après les réunions, souvent, les décisions, les vraies décisions, elles se passent juste en sortant de la réunion. Hein. Écoute, on a décidé ça, mais on va faire comme ça, mais on aura le même résultat, mais je me débrouille, je vais revoir machin. C'est cette informalité qui permet de fonctionner, et ça permet justement engagement, innovation et apprentissage. Donc vraiment, le constat, c'est ça a bien fonctionné parce qu'on se connaissait. Donc le point de vigilance, c'est il faut qu'on continue à se connaître. Donc, les grands enjeux managériaux, c'est plus que manager, il y a plein de formations hein, sur le management à distance. Il y a même des bouquins qui sont très bien. Je vous en conseille un qui est écrit par des Nantais, qui est celui-là, Guide de survie aux réunions à distance. Vous connaissiez peut-être celui-ci qui a eu plein de succès, qui était Guide de survie aux réunions. Alors, je vous le conseille, celui-là, c'est une mine. Mais les deux sont très bien. Et on dit que en fait, ce qui est important pour vous, manager, c'est manager la présence. Et donc, avoir des moments, et je vous donnerai des pistes tout à l'heure, hein, mais quels sont les moments où on construit le collectif finalement? Parce que quand on est à distance, pour peu qu'on soit en télétravail chacun, si on est 5,
un jour de la semaine, on ne se voit plus. Il n'y a plus de moment collectif. Donc là, manager la présence, c'est ça qui est vraiment important. Et ce qui permet, et le deuxième enjeu, c'est aussi d'intégrer, parce que si on est tous chez nous, pour intégrer les nouveaux collaborateurs, leur dire comment ça se passe, eh bien, ce n'est pas simple. Et alors qu'avant la crise, il y avait, je ne sais plus, c'est 30 ou 40% des salariés qui veulent quitter l'entreprise qu'ils viennent d'intégrer dans les premières semaines, eh bien ça peut augmenter avec le télétravail si on n'intègre pas et on ne fait pas gaffe au parcours d'intégration. Le télétravail, ce n'est pas juste une transposition du travail normal au travail à distance. Ça implique une révolution, nous dit un auteur, une révolution managériale. L'échec du télétravail, c'est souvent qu'on reste sur les anciens managements. Et les managers qui ont su bien manager pendant la distance, c'est souvent que c'était des bons managers avant qui manageaient sur la confiance. Et ceux qui manageaient sur le contrôle, ça a été plus compliqué. Et donc, certains managers doivent se remettre en cause et accepter de moins contrôler et pour être plutôt dans, et ça c'est une slide qui est peut-être importante pour vous, c'est stimuler le salarié qui travaille à distance, c'est fixer des objectifs clairs, je vous mets des idées à la fin, entretenir la cohésion d'équipe. C'est ça le rôle d'un manager aujourd'hui, stimuler des objectifs clairs, entretenir la cohésion, appuyer, être un porteur d'eau un peu. Et puis, jusque-là, ça va, je vais un peu vite parce que je veux vous dire encore plein de choses, mais est-ce que vous avez des questions sur ce point-là? Il nous reste un quart d'heure. J'avais peur de ne pas avoir assez de choses à vous dire. Il y a un deuxième point dont je vous parlais tout à l'heure qui est l'universitaire dont je vous parlais tout à l'heure qui s'appelle Mathieu Deschessart, qui est prof à l'IAE de Bordeaux. Il dit que ça, c'est le point le plus important, c'est que pendant le confinement, pour que le service continue, la production continue, eh bien, tous les managers, ils se sont repositionnés pour soutenir les personnes qui étaient sur le terrain, les personnes en production. Ce que je vous mets, c'est que ça a été un temps exceptionnel de rapprochement entre le management, les fonctions support et les équipes opérationnelles, où les managers, et vous avez peut-être vécu ça, ils ont été plutôt auprès de leur équipe. Comment ça se passe? Est-ce que ça va sur le terrain? Comment je peux t'aider? Quelles sont tes difficultés? Comment je peux y remédier? Est-ce que tu as besoin de moyens? Donc, le management, il s'est recentré. Là où les managers, avant, étaient plutôt dans les réunions, le reporting, l'administratif, les process, les procédures. Là, le management, il s'est mis au service de l'opérationnel. Ce que je vous mets là, il y avait la nécessité absolue que le service continue. Depuis 10 ans, les études montrent, et c'est un peu contre-intuitif par rapport à tout ce qui tourne autour des entreprises libérées, même s'il y a des trucs sympas dans les entreprises libérées, mais les attentes des collaborateurs, elles sont plutôt à avoir un peu plus de management qu'un peu moins de management. Ils ne veulent pas de petits chefs, mais un manager qui est là, qui soutient, qui met de l'huile, qui fait en sorte que tout se passe bien, ça, il y a un besoin. Et donc, jusqu'à présent, les managers, ils étaient plutôt éloignés, pris par l'administratif, le reporting. Puis là, on a réinventé, l'occasion de réinventer de nouveaux dispositifs de management plus coopératifs, plus à l'écoute. Et c'est ça dont ont besoin les collaborateurs. On a mis en place des réunions opérationnelles, des îlots d'écoute, des cellules Covid, l'échange de pratiques, des choses comme ça qui ont été hyper concrets et qui ont permis, je vois Margot hocher, a priori Margot est OK, qui ont permis aux entreprises de continuer à tourner. Et donc, on est passé d'une position un peu prescriptive du management, faites ci, voilà comment on va faire telle procédure, voilà c'est quoi les règles, les plans, machin, à une position un peu subsidiaire où je suis à votre écoute, je vous aide, je vous soutiens, j'essaye de vous trouver les moyens qui vont bien. Et l'enjeu managérial qu'il y a derrière, c'est pour vous, le deuxième enjeu, c'est vraiment de faire en sorte que dans nos pratiques de management, on continue à avoir ces temps de management qui permettent de faciliter la vie de nos collaborateurs, du coup, leur bien-être, leur motivation, leur implication, la cohésion. Voilà, c'est un cercle vertueux. Edith, est-ce qu'on est un peu plus en phase ou vous n'êtes toujours pas d'accord? Comment ça marche? Non, en fait, c'était pas une histoire de pas d'accord. En fait, moi, le sujet, il m'intéressait beaucoup parce que j'avais l'impression d'avoir expérimenté pas mal de choses pendant le confinement. Et du coup, j'étais curieuse de savoir ce que vous allez dire. Et en fait, oui, je me retrouve bien dans tout ce que vous dites. Je trouve qu'il
il y a maintenant de plus en plus, effectivement, quand on voit les baromètres ou la vie des gens, on dit: «Non, mais il faut faire du télétravail, en gros, c'est pas la mode, c'est à la mode, voilà, du télétravail, c'est des entreprises vieilles qui refusent et tout» et en fait, je suis pas convaincue que le travail 100 soit une bonne idée et je pense qu'il y a une vraie réflexion autour de qu'est-ce que l'organisation? Qu'est-ce qu'elle peut apporter à l'entreprise? Est-ce que l'entreprise est une somme de petites, individualités ou plutôt, un groupement de personnes qui travaillent dans le même sens? Il y a plein de questions comme ça et je suis assez frustrée de voir qu'on squeeze, on va dire, ce questionnement à mon avis qui est bon pour pouvoir redéfinir ce cadre de travail. Parce que, on peut dans mon entreprise, on a le droit d'être 2 jours par semaine en télétravail. On peut choisir le jour. Oui, mais, si je viens au télétravail et qu'il y a plus personne, plutôt si je viens en entreprise et qu'il y a personne, quel est l'intérêt? Je suis en té je Quand je viens en entreprise, c'est pour, voilà, être avec les autres, former ce collectif, mais, s'ils sont plus là parce qu'eux, ils sont en télétravail. Donc vraiment, c'est quelque chose qui se réfléchit et je pense qu'il y a quelque chose de sain et voilà, dès qu'on touche au social, c'est quelque chose d'intéressant, je trouve et qui peut, multiplier l'efficacité des collaborateurs si on est vigilant à ces différents sujets, quoi. Et je trouve que là, actuellement, c'est un peu bâclé avec un effet de mode et dans mon boulot le télétravail, c'est quelque chose d'assez commun. En fait, bon, je travaille chez Médecins sans frontières. Du coup, les gens, ils sont en mission et même ils habitent dans toute la France. Des fois, ils sont, voilà, je travaille avec des gens au Liban. Donc le télétravail, le travail à distance, c'est quelque chose qui était commun. Et ben, en fait, il y a des gens pendant le covid qui ont décidé de venir tous les jours au boulot, à plusieurs, pour former cette petit collectif parce qu'en fait, on a beau dire que le télétravail, c'est le futur, il y en a, ça correspond pas. Et du coup, je pense qu'il y a vraiment il faut vraiment réfléchir à ce sujet, quoi. Et puis voilà, on a aussi besoin d'avoir, dans notre équilibre personnel et professionnel, on a besoin d'avoir un espèce on a un seuil, on va dire, où on a un besoin de contact. Et le travail, bah, c'est aussi un endroit où il y a des forts enjeux en termes de communication, Mmh. contact, vie. Ça contribue aussi au bien-être dans la vie de façon plus globale. Voilà. Donc, je trouve que le sujet est en ce moment abordé un peu trop vite et il faudrait vraiment reprendre le temps de revenir à la définition de qu'est-ce qu'une organisation. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je suis contre le télétravail. Mais voilà, je trouve qu'il y a des dérives en ce moment, on est C'est dans des toujours, extrêmes. l'idée, c'est toujours de trouver. Il y a Candice qui pose des questions qui étaient en phase avec vous, Edith, et c'est Avec ma toujours vidéo, c'est plus sympa. la question du juste milieu et vraiment le plus important, enfin moi, à mon sens, hein, et là vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, bien sûr, mais c'est comment je manage la présence. Et je vais vous donner des pistes, si vous êtes OK, qu'on a encore 8 minutes, quelques pistes, vous pourrez aller plus loin si vous voulez, hein. Quelques pistes pour justement maintenir cette cohésion et trouver ce juste milieu. Alors on parle parfois maintenant de management hybride, des choses comme ça, mais peut-être qu'il faut vraiment se dire, c'est comment je manage ma présence, c'est quoi mes rituels, pour que mon groupe y continue, pour que l'informel, pour que j'intègre bien les nouveaux, etc. Donc, je vous propose de basculer sur qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, c'est des pistes, hein. Bien évidemment, ça n'a pas vocation à être complet. Sur les pistes, il y a la communication interne. C'est pareil, j'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte. C'est toujours la fameuse parabole là sur il y a un chevalier qui croise quelqu'un qui est en train de mettre des pierres les unes sur les autres. Et il fait quoi? Il dit je mets des pierres les unes sur les autres. Et il en croise un deuxième, je fais un mur. Et il en croise un troisième, je construis une cathédrale. Toujours la question du sens. Et j'aime beaucoup cette phrase qui dit les collaborateurs ne peuvent pas participer à une œuvre collective en aveugle. S'ils ne connaissent pas notre fameux sens, si on ne leur dit pas pourquoi, on ne peut pas embarquer avec nous. Il y a une super citation, je ne l'ai pas en tête, d'Antoine de Saint-Exupéry qui dit si on veut embarquer les gens, donne l'envie de mer. C'est ça le plus important. Et donc, la communication interne, alors je vous mets un peu quels sont les grands principes de la communication interne et puis quelles sont les étapes. Je vais passer vite parce que là, vous pouvez le lire sans moi et peut-être que je n'ai pas de valeur ajoutée. J'avais peur de ne pas avoir assez de choses à vous dire, donc j'avais mis plein de choses. Le deuxième point, c'est renforcer la cohésion au quotidien. Alors, pareil, on peut tous être d'accord, mais c'est quoi? C'est pour une grande majorité des collaborateurs, la cohésion au quotidien sur leur lieu de travail, c'est un critère clé de motivation, de fidélisation. On voit le climat, c'est ça qui renforce le sentiment d'appartenance.
Et donc, comment on peut faire avec des événements ponctuels, des petits séminaires, des team building, d'avoir des moments de convivialité, le truc, la chouquette, hein, le café, mais se dire, bon, ben voilà, aujourd'hui, c'est chouquette. Alors, ça peut être spontané, ça peut être organisé, on a intérêt à l'organiser un petit peu, nous en tant que manager, mais aussi en laissant la place à nos collaborateurs. Ça peut être d'aller courir sur les foulées du tram, d'aller courir un événement sportif, des choses comme ça qui renforcent la cohésion aussi. Les initiatives du manager doivent être adaptées à la culture de l'entreprise. Il ne s'agit pas de faire quelque chose qui serait complètement en décalage avec ce qui se fait dans l'entreprise. Donc ça, il faut avoir cette conscience-là. Et puis, il faut aussi être en capacité de, je vous le mets à la fin, peut-être de laisser les équipes parfois faire des choses sans nous, sans manager, aussi pour renforcer cette cohésion. Donc là, le principe, j'analyse, un peu comme pour toutes les démarches, je fais un diagnostic et je vais établir la nature, la fréquence des initiatives. Un peu ce qu'on disait à l'instant, c'est qu'il nous faut une stratégie aussi sur ces moments-là, parce que si on se laisse embarquer ou si on ne le pilote pas, on ne sera jamais tous ensemble au même moment à faire un truc. Et puis, petit à petit, si chacun est en télétravail à des moments différents, on n'arrive pas à avoir ces moments informels un peu sympas qui sont le ciment finalement de l'équipe. Ça, c'était le deuxième point. Organiser le télétravail. Alors, je vais passer vite, mais l'idée, c'est de se dire, on se fixe nos règles, y compris les règles de présentiel. J'ai un client qui a fait un accord de télétravail et qui ne donne pas un nombre de jours de télétravail, mais qui donne un nombre de jours de présence. Qui dit, voilà, nous, il faut qu'on se retrouve de temps en temps pour maintenir le collectif, etc. Et voilà comment ça se passe. Et après, liberté aux collaborateurs de prendre le reste du temps. Et ça remet un peu le management de la présence de façon aussi symbolique au cœur du système. Il doit être organisé, managé. Attention au risque d'empiètement sur la vie privée. Vous en parliez. Si je suis dans un studio et que mon ordi est sur mon lit, voilà, j'ai pas de moment où je peux m'évader. Il existe des formations au télétravail, d'accompagnement des collaborateurs et notamment sur l'équilibre vie pro, vie perso. Fixer des objectifs. Alors, des objectifs SMART, vous connaissez tous, je suis sûr, les objectifs SMART. Vous avez été formés chaque année, on vous a parlé de l'objectif SMART. Est-ce que vous savez ce que veut dire le E? Parce que SMART, maintenant, c'est SMARTE. Alors, ça veut dire, du coup, on n'a plus le lien avec l'anglais, mais le E, je vous l'ai mis, c'est écologique. C'est un objectif, quand on fixe un objectif lors des entretiens annuels ou lors d'un projet, de lancement d'un projet. Il faut veiller aussi, en tout cas s'assurer qu'il n'y ait pas de conflit de valeurs avec d'injonction contradictoire ou de conflit de valeurs, et que ce soit écologique, c'est-à-dire bon aussi pour le collaborateur en lien, en tout cas pas contraire à ses valeurs. Voilà, en tout cas, s'assurer de ça, c'est important. Je vous ai mis, si vous avez envie, si ça vous intéresse, vous pouvez le lire. Je trouvais plein d'éléments dans ces pistes-là sur un bouquin qui s'appelle « La boîte à outils de la motivation ». Si vous avez envie d'aller jeter un œil, ça s'appelle « La boîte à outils de la motivation ». Les séminaires de cohésion, alors plutôt animés par un consultant, où là, il ne s'agit pas forcément de traiter un point de travail, mais plutôt de voir comment on fonctionne, nous, en tant qu'équipe, quelles sont nos règles, comment on apprend à mieux se connaître, pour aussi, moi je l'ai vu pas mal sur de la médiation de projet, c'est-à-dire la médiation de projet, c'est avant un projet, on fait une médiation, on ne s'est pas encore engueulé en fait, on fait une médiation et on se dit, voilà, on risque de s'engueuler au moment du projet, et bien comment on fait en sorte, qu'est-ce qu'on fait quand ça se passe, quelles règles on se donne, quels sont tes besoins à toi, à moi, etc. Et ce qui fait que l'entreprise, en fait, elle a anticipé et du coup, il y a beaucoup moins de conflits. Voilà, c'est un peu ça, ces séminaires de cohésion. Alors, c'est souvent fait par des coachs ou des experts. On dit souvent, c'est intéressant que si quelqu'un vous fait ça, il ait une bonne connaissance de l'approche systémique parce que une équipe, c'est un système et voilà, qu'il fasse en sorte que le système fonctionne bien. Ça, j'ai adoré. J'ai trouvé cette idée sur les conférences internes. Je trouvais que c'était un super outil de valorisation des collaborateurs, mais aussi de création d'une communauté. C'est sur un sujet précis, je vous ai mis la méthode, sur un sujet précis, on peut faire des conférences internes
Alors, c'est 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Un collaborateur, soit tout seul, soit avec un consultant extérieur, fait une conférence auprès de son équipe, d'une équipe interservice, voire de l'entreprise. Et il fait une conférence sur un sujet pour à la fois lui monter en compétence, mais surtout faire monter en compétence les autres. C'est hyper valorisant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, je vous ai mis la méthode. Bien évidemment, faire attention à l'accompagnement de cette personne tout au long du processus, un soutien sponsoring du manager ou des RH. Mais en tout cas, vraiment de faire un peu ce qu'on fait là, mais par un collaborateur interne qui vient parler d'un sujet qui est important pour lui. Je crois que je vous ai mis un exemple dans la slide d'avant. Décloser les services, par exemple, un ingénieur de bureau d'études, il vient faire une conférence auprès de toutes les fonctions support pour comprendre les enjeux, etc. Conférence interne, je ne sais pas ce que vous me direz s'il nous reste 3 secondes, ce que vous en pensez. Bien évidemment, les plans d'action, la RSE, ça c'est cher à mon cœur. Je ne sais pas si je suis objectif, mais en tout cas, c'était dans un bouquin. La RSE et son plan d'action, à partir du moment où c'est sincère, ça permet aux gens de travailler ensemble, d'avoir du sens, de renforcer la cohésion, d'avoir le sentiment de faire une partie d'une communauté. Et donc ça permet aussi, après le télétravail, après ce qu'on a vécu pendant le confinement, de redonner du sens et d'avoir des moments où on travaille ensemble sur des choses qui ont de la valeur pour nous. Renforcer le parcours d'intégration, bien évidemment, encore plus. Candice, vous dites engageant. C'était pour le conférence E, interne. ça. C'était pour le E, Edouard, Ah oui, d'accord. de Smart. De Smart. Ah oui, oui, d'accord. Et Donc c'est collé. viens d'écrire quelque chose si tu veux lire. Lors un manager avait organisé des conférences internes, les consultants étaient en intercontrat. C'était pour faire se lever le matin et tenir dans la durée. C'était bien, conférence interne, oui. Moi, j'ai trouvé, je n'avais pas connaissance, pourtant c'est bête comme chou, mais comme toutes les belles idées, elles sont toutes simples souvent. Et je trouve que c'est un super levier. Il ne s'agit pas d'en faire tous les 2 jours, de mettre en difficulté les collaborateurs, mais c'est vraiment quelque chose qui peut, je trouve, apporter. Parcours d'intégration, on ne travaillera jamais assez les parcours d'intégration, bien intégrer nos nouveaux collaborateurs, surtout à l'heure où on est un peu tous à distance. Donc, comment je manage aussi ces parcours d'intégration. Là, je vous ai mis une slide, on avait utilisé Klaxoon pour… c'est un plan d'action QVT où on avait listé quelles étaient les grandes étapes d'un parcours d'intégration depuis le lancement de l'offre jusqu'à la fin de la période d'essai. Et puis, on avait listé les tâches clés à faire et comment on pouvait travailler interservices pour bien accueillir et faire en sorte de conserver les collaborateurs les plus performants. Je vous ai mis quelque chose sur les signes de reconnaissance aussi. Je passe vite, mais je vous ai tout mis. Et comment est-ce que ces signes de reconnaissance, ils doivent être? Il y a 5 principes. Et notamment, approprié, dosé, personnalisé, sincère, argumenté. On manque de considération, de reconnaissance, et ça fait partie de la QVT, donc ça fait partie du sentiment d'appartenance à l'entreprise. Et savoir bien donner ces signes de reconnaissance, c'est clé. Je vous ai mis plein de choses là-dessus. Et puis, qu'est-ce qu'il me reste? Les entretiens annuels, souvent on y va en traînant des pieds. Et ça vaut le coup de former les managers, de former les salariés aussi à l'intérêt d'un entretien annuel. Peut-être faire plus simple, mais qui est ces moments privilégiés où on n'a pas de téléphone, on n'a pas de mail, on est juste en train de parler entre nous sur les objectifs, les difficultés, même un feedback du manager. Moi, j'aime bien mettre ça dans les entretiens annuels. S'il incarne les valeurs de l'entreprise, etc. Le baromètre social, et puis la charte de management, je crois que je finis par là. Charte de management, c'est mon dada, ça. Alors, vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais c'est comment on se met d'accord, nous, managers, sur nos comportements. Moi, quand j'accompagne, souvent dans les plans d'action QVT, j'ai une charte de management à mettre en place. Et souvent, on la met en place de façon collaborative. Je joue le rôle de facilitateur et on la base sur les valeurs. Et on dit, par exemple, on a la valeur ouverture. C'est quoi les comportements qu'on veut, nous, en tant que manager, ouverts? Je fais faire l'exercice aussi, quels comportements on ne veut pas? Quelles sont les attitudes qu'on ne veut pas voir? La porte fermée, pas aller directement dans son bureau sans saluer les personnes qui sont sur la route, des choses comme ça. Comment on incarne les valeurs, c'est ça qui est le plus important. Et donc, là, une charte managériale simple, moi généralement, c'est un A3 recto verso,
et comment on incarne et comment on mesure. Et souvent, quand on mesure, on met ça dans les entretiens annuels. Est-ce que est-ce que tu trouves que j'incarne cette valeur d'ouverture? Comment je peux m'améliorer, etc. Je suis allé vite, je suis allé très vite à la fin, mais j'ai fini. Merci beaucoup, Edouard. Mais oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de contenu, hein. Là, Mais j'avais peur de vraiment pas avoir assez pour vous. Et du coup, tu nous envoies les slides, c'est ça? Oui, je te les envoie. Je ne sais pas si j'ai ton adresse mail, Julien, mais en tout cas, j'ai une adresse mail. Ouais, je vais te la remettre si tu veux dans le chat. Hop. Un petit feedback pour ceux qui peuvent rester ou des questions. Votre feedback m'intéresse. C'était intéressant. Après, 1 heure, c'est pas beaucoup, hein. Clairement. Et peut-être le voir en plusieurs volets, je sais pas. Mais c'est vrai qu'on n'est pas nombreux et du coup, il faut donner envie à plus de personnes peut-être je sais pas. Mais c'est intéressant. Je trouve ça intéressant et je regrette. Voilà. Je trouve que en tant que salarié, on devrait tous être au courant en fait. Il y aurait une transparence entre le manager et les collaborateurs à tous les niveaux, même manager avec ses managers, ses supérieurs. Ouais, ça serait intéressant d'avoir cette transparence en gros, pour tous aller dans la même direction après, quoi. Et justement faire cette espèce de stratégie interne de QVT ensemble, en fait. Mais ça manque dans les entreprises. Une vraie démarche QVT, elle est forcément participative. C'est comme une démarche RSE. Caroline, vous vouliez dire un mot? Déjà, un grand merci. Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant et trop court. Effectivement, je rejoins complètement Edith là-dessus. Pardon. Après, moi, je suis très preneuse de tous ces éléments. Alors, j'ai une casquette un peu différente puisque je ne suis pas du tout salariée, mais au contraire, je navigue dans plusieurs entreprises. Donc, c'est ce qui fait aussi la richesse. Et je vois plein de situations. Et puis surtout, donner envie déjà même d'un point de vue étudiant. Et je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut transférer. Leur donner envie de revenir en cours et de ne pas tout faire en distanciel. Leur montrer, ça a été un peu l'objectif du semestre, de leur montrer qu'en dehors de leur donner des infos sur telle ou telle matière, il y avait toute une relation humaine qui était là. Et malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants qui sont passés à côté de cette reconstruction, si je veux dire, de la relation. Et voilà, je pense que les messages sont forts à faire passer et il faut que les écoles en prennent conscience aussi. Donc là, on sort un peu du monde de l'entreprise, mais on s'y retrouve. Enfin voilà, la démarche est la même. Enfin voilà, moi j'adhère complètement à vos propos et j'aimerais bien même aller plus loin encore. Je trouve ça hyper intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre retour, Caroline. Margot, vous vouliez dire un mot? Super intéressant également. Enfin, j'ai pas trop de connaissances en ressources humaines, donc c'est intéressant d'avoir quelques pistes pour favoriser la cohésion d'équipe. Parce que bon, je travaille en PME, donc c'est sûr que c'est pas toujours des sujets qui sont mis en avant et des fois qui sont plus, on va dire, pour les grandes entreprises. Donc c'est bien de voir qu'il y a quelques petites choses qu'on peut mettre opérationnellement en place sans que ce soit très compliqué pour favoriser ça. Donc c'est des très bons conseils que je vais essayer d'appliquer. Je suis ravi si ça vous a plu. En tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Vincent. Oui, je reprends la main, désolé, j'ai enlevé ma caméra. Oui, merci beaucoup, Edouard, parce que, encore une fois, hyper complet. Et puis, donc moi, j'étais consultant en accompagnement du changement avant de créer ma boîte, donc j'ai retrouvé beaucoup de problématiques des entreprises du CAC 40. C'est vraiment assez complexe et ça dépend beaucoup de la culture d'entreprise. Donc, il y a de gros enjeux. En tout cas, merci parce que tous les conseils que tu partages à la fin, même si tu es allé vite, ils sont très complets. Donc, je pense qu'on est tous preneurs de les regarder un peu plus en détail derrière pour aller plus loin. Et d'ailleurs, Candice disait ça. Ce qui aurait été peut-être intéressant, selon Candice, c'était de faire un cas d'usage, à voir si on peut le faire derrière. Et ça donne envie d'en apprendre plus. Je suis complètement d'accord. Et Veria, je ne sais pas si tu voulais dire un mot, Veria, mais j'ai vu que tu avais un point. Non, mais merci beaucoup pour l'intervention, mais j'ai loupé les 5-10 minutes de la fin.
Parce que j'ai on dû a- rallumer mon ordinateur. Mais... On a juste encensé Edouard. Donc, tu n'as... En Voilà. tout cas, merci beaucoup. Eh bien, Edouard, on attend ta présentation avec impatience. Et puis, Je peut-être l'envoie tout de suite. alors. À très bien. Merci. Enfin, merci beaucoup de votre accueil. C'était un plaisir d'être avec vous. Merci, à très bientôt. Merci. Bonne journée. Au revoir.